On va continuer, Inch'Allah, avec Madame Karima Mondon, donc, qui est conseillère pédagogique, professeure de lettres et histoire, spécialisée dans les pédagogies alternatives. Elle est présidente de l'association Éducation en héritage, conférencière et formatrice pour la promotion d'une éducation respectueuse de l'éthique. Son investissement associatif dans l'éducation et notamment les alternatives au système traditionnel lui ont permis de développer une solide expertise des pratiques pédagogiques et de leur application didactique. Je laisse la parole à ma sœur Karima Mondon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je remercie les organisateurs du forum d'abord d'avoir organisé et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir permis d'y participer. En espérant que chacun pourra retirer de cette journée des éléments de réflexion et des petites graines de la réforme pour tous les types d'intelligence, comme ce qui vient d'être dit. Donc le thème de mon intervention, c'est savoir en quoi la pratique d'une pédagogie alternative va promouvoir en fait l'éthique, va nous aider à être respectueuse de notre éthique. Mon intervention va suivre un plan en 3 parties. Je vais m'attacher d'abord à vous expliquer comment j'entends le terme pédagogie sur des plans historiques et sur des plans philosophiques également, mais aussi sur les implications que ça peut avoir dans le quotidien. Une fois qu'on aura fait un peu ce travail-là, on pourra se demander quels principes on peut mettre en œuvre pour une pédagogie alternative et respectueuse de l'éthique. Et enfin, on se demandera vers quel type d'école ou vers quel type de modèle on pourrait tendre. Voilà. Donc, dans un premier temps, on peut se poser la question de ce que c'est que la pédagogie. Donc, on a eu une première intervention ce matin dans laquelle on nous rappelait que la pédagogie était un terme polysémique. Et c'est tellement vrai que je pense que pour avoir vraiment une vision ou un avis ou un aperçu de ce que peut être la pédagogie, il convient de retourner à l'étymologie du mot et donc de revenir en français à la racine grecque du mot pédagogie, qui est pédagos. Le pédagos, c'est qui? C'est l'esclave dans la Grèce antique, à Athènes notamment, dans la cité d'Athènes, qui porte les livres de l'enfant, qui se rend à travers l'agora dans les premières formes d'école. Ça veut dire que le pédagos n'est pas un professeur, le pédagos ne parle pas de pédagogie, le pédagos est au service de l'enfant. Et si j'insiste sur cette étymologie, c'est précisément parce que le pédagogue est au service de l'enseigné. C'est lui qui est au service de l'apprenant, et être au service d'eux, c'est pas une diminution ou c'est pas une punition, c'est au contraire une belle tâche et une noble mission que d'être au service des hommes et des femmes de la société de demain. Donc, à partir du moment où on a ça à l'esprit, que ce mot pédagogie, c'est être utile, c'est-à-dire être utile, être le plus efficace possible, le plus efficient possible pour promouvoir la société qui va advenir. Si je reste sur la Grèce antique, on voit donc que là, le mot pédagogie était clairement lié au domaine de l'enfance, mais au fur et à mesure des siècles et de l'évolution de la langue, le mot pédagogie a changé dans la langue française et est devenu beaucoup plus large que simplement la notion de l'enfant. On retrouve ce sens-là dans des expressions telles que il a manqué de pédagogie, pour dire de quelqu'un qu'il a manqué de tact ou de sagesse, pour le dire autrement. Et ça veut dire qu'on voit bien que dans la posture d'être au service d'eux, il y a aussi une nécessité d'être dans le respect d'eux, et non pas dans la coercition, non pas dans l'obligation à me suivre. Si je reste esclave de l'apprenant, ça veut dire que je ne peux pas lui imposer mon désir, et c'est cette notion de désir sur laquelle on reviendra ultérieurement. Donc, au départ de cette pensée-là, il y a savoir comment on va fournir une instruction et non pas une éducation. Il faut bien différencier les deux éléments. L'instruction et l'éducation, c'est des éléments différents, et souvent on demande à l'école d'éduquer. L'école, elle instruit en fait. Elle peut éduquer à la marge, mais ce n'est pas son œuvre principale, et c'est en lui demandant de tout porter qu'on empêche l'école en fait de réaliser le but premier de sa fonction première.
Donc progressivement, comme on vous l'a dit tout à l'heure, l'école dans le monde occidental va se massifier. On va envoyer de plus en plus de gens à l'école. Non pas, il ne faut pas se leurrer, hein, non pas parce qu'un matin en se levant, des dirigeants politiques se sont dit « Ah bah oui, ce serait bien que quand même on donne une instruction », simplement parce que la société s'est complexifiée et qu'on a eu besoin d'avoir des gens de plus en plus instruits. Donc, une fois qu'on sait tout ça, il va falloir se poser la question de cette pédagogie, de à quoi elle va servir et essayer de lui donner une définition. Je vais vous proposer, moi, ma définition de la pédagogie et voir quelles implications elle peut avoir dans nos quotidiens. Dans nos quotidiens de porteurs de projets d'école, dans nos quotidiens de décideurs politiques, dans nos quotidiens d'éducateurs, que ce soit parents, que ce soit dans un centre de loisirs, tous ceux qui se préoccupent des fruits qu'on est en train de poser pour la société en devenir, Inch'Allah. Donc la pédagogie, c'est une science complexe et qui est indissociable d'un processus actif en fait. Elle suppose un processus actif afin de donner des outils cognitifs, des outils pour apprendre à qui le souhaite. Et j'insiste sur à qui le souhaite, parce que la pédagogie, elle suppose une volonté de celui à qui j'apprends d'apprendre. S'il n'y a pas cette volonté de l'apprentissage, c'est extrêmement compliqué de faire boire un âne qui n'a pas soif, comme dirait ma maman. Eh bien, c'est un peu pareil. Quelqu'un qui n'a pas envie d'apprendre, vous allez même être le plus brillant des professeurs, vous n'allez pas réussir à lui enseigner quelque chose. Donc, il faut avoir ça à l'esprit. Un processus actif, donc, mais également une science. C'est une science, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'apprend, c'est pas inné, c'est pas quelque chose qu'on a un matin en se levant. Et si je rejoins ce que disait mon confrère tout à l'heure, c'est qu'effectivement, chaque parent a le souci de la réussite scolaire ou de la réussite totale de ses enfants, mais ne peut pas prétendre à être un enseignant ou ne peut pas prétendre à être un pédagogue. Et je dirais qu'il faut que chacun occupe la fonction qui lui revient et ne pense pas, parce qu'il a mis un enfant au monde, ce qui est un grand travail et un large travail, peut prétendre à définir tous les champs de son éducation ou de son instruction parce qu'il aurait le privilège de lui avoir donné vie. Donc il faut distinguer dans la pédagogie ce qu'on appelle la didactique. La pédagogie sont des principes centraux en termes de posture de l'adulte, en termes d'exploitation de l'espace, de cadre et de repères. Et la didactique est une branche de la pédagogie appliquée à un champ disciplinaire. Donc c'est pour ça que vous avez des didactiques des mathématiques, des didactiques des langues, mais vous n'avez pas des pédagogies des langues, des pédagogies des mathématiques, parce que c'est une posture plus globale et plus générale. Et il faut réfléchir non pas au type d'enfant qu'on accueille, parce que tous les enfants sont différents et cette différence est une volonté du Très-Haut. Si Allah l'avait voulu, on serait tous semblables. Donc la différence, c'est une nécessité. Le travail d'une école ne peut pas être de rendre des enfants tous semblables, parce que ce n'est pas l'objectif d'une société. On ne peut pas vivre avec que des avocats, on ne peut pas vivre avec que des médecins, et on ne peut pas vivre avec que des ingénieurs, etc. On a besoin des compétences de chacun et de chacune, et donc le travail du pédagogue, c'est de faire advenir les possibilités de chacun à l'intérieur de son espace classe ou à l'intérieur de la forme de travail qu'il a choisi. Donc cette volonté d'éduquer l'esprit ne passe pas nécessairement par l'écrit. On est dans une culture de l'écriture, dans une culture de la maîtrise de l'écrit, la rhétorique, etc. Il faut se souvenir que dans nos modèles, comme dans les sources des philosophies occidentales, par exemple, des grands hommes, au premier rang desquels le prophète Ali Satt Salem, n'ont jamais rien écrit, sans pour autant que leurs messages n'ont pas eu cette maîtrise-là. Ce que je veux dire, c'est que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre à lire et à écrire aux enfants, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut enlever cette barrière-là, de se dire que c'est uniquement par ce biais-là qu'on va permettre aux enfants d'acquérir une intelligence ou d'être utiles à la société dans laquelle ils vivent. Il faut leur apprendre à apprendre et développer chez l'enfant le besoin, la nécessité, préserver en tout cas ce besoin et cette nécessité du désir d'apprendre. Du coup, qu'ont à dire nos sources scripturaires sur ces pratiques pédagogiques-là? Qu'est-ce que c'est que la pédagogie si on veut appliquer notre éthique de musulman, notre éthique islamique, au concept de pédagogie? L'islam est une religion révélée, je ne vous apprends rien, mais elle est intrinsèquement une école de pédagogie.
C'est-à-dire que les conditions de la révélation, la descente même des versets coraniques sont déjà en elles-mêmes une école de pédagogie et nous devons refaire la lecture à l'aune de cette pensée-là de nos sources. Son mode de révélation, sa diffusion, sa propagation sont des modèles pédagogiques. C'est-à-dire que nous avons des clés pour discuter avec les autres sources des apports pédagogiques, que ce soit en Occident, que ce soit dans le monde asiatique, avec nos propres sources et nos propres valeurs. Et si on fait ce travail-là, on s'aperçoit que nous avons en partage un certain nombre de valeurs et que nous pouvons tisser une éthique commune pour tous ceux qui s'engagent au développement d'une pédagogie et d'une pratique respectueuse de l'éthique et donc respectueuse des enfants. Un des principes forts en pédagogie est la nécessité pour les enfants que nous accueillons d'avoir des modèles. C'est un des principes forts en islam également, puisque l'ensemble des croyants a pour modèle le prophète Ali Salam et trouve dans sa pratique, trouve dans sa vie des sources d'inspiration pour modeler ses propres apprentissages et pour avancer, pour cheminer au sein de son destin. Par essence, je veux dire, la pédagogie est une science islamique, au sens où elle n'est certes sûrement pas enseignée dans les cursus de sciences islamiques, mais de fait, elle est l'essence même de l'islam, puisque pour transmettre un message, il est nécessaire d'avoir des méthodes et des outils de compréhension pour s'adapter au public qui est en train de nous écouter. Il convient donc aux croyants de se préoccuper de ces questions-là et d'offrir avec nos valeurs, avec nos sources, l'islam comme miséricorde pour l'univers à travers des pratiques pédagogiques respectueuses. Il est important en fait de comprendre qu'en islam, la recherche active, les pédagogies actives sont au cœur même du message prophétique. Pourquoi ? Parce que la science, nous dit le prophète alayhi salam, et la sagesse sont l'objet perdu du croyant. Et il n'a de cesse que d'aller les quérir, que d'aller les chercher pour les faire siens, où qu'ils se trouvent. Ça veut dire que si on suit nos sources et ce que Allah veut nous donner à travers ce message, le processus actif, celui qui cherche, c'est l'enfant. Je ne dois pas donner tout prêt à celui qui veut apprendre ce qu'il va y trouver, parce qu'il n'apprendra rien. La recherche est en soi un facteur d'apprentissage, un modèle d'apprentissage. Donc, nous savons, nous, à l'égard de nos sources scripturaires, que toute méthode qui vise à amener l'enfant à se positionner en tant qu'acteur, constructeur, bâtisseur de son savoir, est islamique. C'est-à-dire qu'on peut aller converser avec ces méthodes-là parce qu'elles nous parlent de nos valeurs et qu'elles nous parlent de qui nous sommes. Donc voilà dans un premier temps ce que je voulais vous dire par rapport à ce que c'était que la pédagogie, quelles interactions elle pouvait avoir avec nos sources scripturaires. Une fois qu'on a défini ça, en quoi une pédagogie alternative et respectueuse de l'éthique, quels vont en être les principes. Pour débuter cette partie-là de mon intervention, j'emprunterai à Confucius une maxime qui est la suivante. Lorsqu'un homme a faim, apprends-lui à pêcher et ne lui donne pas du poisson. Qu'est-ce que Confucius veut nous dire à travers ça ? Si je donne à quelqu'un qui a faim sa nourriture, je l'oblige à passer par moi pour pouvoir se nourrir. C'est-à-dire que je le rends dépendant. Je le rends dépendant et je ne le rends pas indépendant et autonome et donc capable de produire à son tour une utilité et de faire sens dans la société dans laquelle il vit. Si moi, en tant que pédagogue, je veux apprendre à pêcher à ceux qui me sont confiés, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans des situations d'apprentissage, dans des situations de construction du savoir, dans lesquelles ils vont eux-mêmes découvrir les modalités qui les conduisent au savoir. En tant que professeur dans ma classe, je ne suis pas la seule clé d'accès au savoir. Je vais dire les 3/4 de sa classe, parce que je vais être gentil, mais il va perdre l'ensemble de ses élèves. Parce que, d'abord parce que ce n'est pas vrai, il lui propose un modèle qui est faux, et l'enfant fera l'expérience que c'est faux. Quelle crédibilité je peux accorder à un adulte qui ne me dit pas la vérité ? Aucune. La valeur modélisante d'un enseignant, la valeur en fait d'exemplarité dans son comportement est essentielle et centrale. Donc, ce que Confucius nous dit, et à travers ça la pédagogie, c'est ça, c'est-à-dire donner la capacité, non pas des savoirs savants, parce qu'aujourd'hui, comme Google est l'ami de tout le monde, si je veux savoir quelle est la valeur de pi,
il me suffit de pianoter sur mon Internet pour savoir quelle est la valeur de pi, quelles sont les dates de la bataille de Waterloo, 1515 Marignan, etc., etc. Ce type de savoir-là, ce savoir de la mémorisation, de la répétition, ne sont d'aucune utilité dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ça n'a pas de sens de n'apprendre que ça aux enfants. Par contre, savoir qu'est-ce que je peux produire comme machine pour demain avec pi, et en quoi pi, ou la valeur de pi, va m'ouvrir à un autre monde, à une autre façon de procéder et d'être utile et actif, ça c'est intéressant. Ça veut dire que dans ma pédagogie, je vais devoir mettre en place des outils qui vont aider l'enfant ou l'apprenant à non seulement construire ses apprentissages, mais au-delà de ça, de comprendre que ce que tu apprends entre ces quatre murs, si tant est qu'on fasse l'école entre quatre murs, parce qu'on peut très bien la faire dehors et on la faire en situation, il y a plein de possibilités de faire l'école. Mais ce que j'apprends ici, c'est une ouverture, une clé de compréhension du monde dans lequel je vis. Et ce n'est pas limité à mon travail scolaire, ce n'est pas limité à passer mon baccalauréat. Pourquoi on a dans le système français en tout cas des élèves brillants considérés comme brillantissimes tout leur lycée qui s'effondrent arrivés à l'université? Ils s'effondrent parce que la nécessité de penser le savoir et de réfléchir à mes actions n'a pas été vue précédemment. On a bachoté, comme on dit en français. Je bachote. J'ai pas besoin d'apprendre, je bachote. Bachoter et apprendre, c'est pas la même chose. Je peux faire bachoter un perroquet. Je peux le faire, il va pouvoir répéter. Est-ce qu'il a compris ce que je dis? C'est autre chose. On a besoin d'une adéquation entre ce que je sais et mes actions. Il faut que ce que je dise soit corrélé à ce que je comprends. Sinon, ça n'a aucun sens et aucun intérêt. Comment on fait pour arriver à faire ça? La première des choses, c'est qu'il faut s'appuyer sur le désir. Pourquoi s'appuyer sur le désir? Parce que le désir est la source centrale de toutes les activités humaines. L'homme, avec un grand H, est désir. Il est mu par le désir. Tout le temps. J'ai pas dit par le besoin, j'ai dit par le désir. Le désir étant différent du besoin, il va convenir en fait de pouvoir l'expliciter. Un besoin, c'est quelque chose à laquelle vous êtes obligé de répondre. Quand vous avez soif, vous ne désirez pas boire de l'eau, vous avez besoin de boire. D'accord ? C'est une nécessité vitale sans laquelle ça ne peut pas, les choses ne peuvent pas advenir. Un désir peut ne pas être comblé. On n'a pas vocation à combler tous les désirs des enfants, ni des adultes d'ailleurs. C'est pas ça l'objectif. La frustration fait partie en fait des principes pédagogiques. Pourquoi? Parce que la première des frustrations pour un croyant, c'est le fait que je ne peux pas voir Allah Azza wa Jal. Je désire le voir, je désire le retrouver, mais je ne peux pas. Et c'est ma frustration première, mais ce désir va me pousser à comprendre le monde dans lequel je vis et à utiliser le libre arbitre qu'Allah Azza wa Jal a mis à l'intérieur de moi comme marque de sa créature pour comprendre le monde et me rendre utile à la communauté des hommes. C'est ce désir-là qui est premier et qui est moteur. Si je tue le désir, je tue l'apprentissage. Sans désir, il n'y a aucun apprentissage possible. Et il faut là revenir sur les turbulents de tout à l'heure, qui sont souvent pleins de désirs, mais qui ne trouvent pas la possibilité de les accomplir dans le cadre qui leur est proposé. Et on parle des turbulents, mais moi j'aimerais parler ici de ces bons obéissants que tous les profs connaissent, ces premiers de classe ou deuxième ou troisième, qui sont toujours parfaits et tellement très bien. Qui se préoccupe de cela et de leur vrai désir? Personne. Ceux-là, ils ont très bien compris qu'en jetant de la performance scolaire, vous savez, comme la sèche jette de l'encre pour se cacher, personne viendra les débusquer, personne viendra les chercher. Ils seront tranquilles, mais nous ne les connaîtrons pas. Nous, en tant qu'enseignants, nous ne pourrons pas les aider à s'épanouir en tant que sujet, parce que c'est là que j'en arrive avec le désir, c'est poser des sujets. Le désir, c'est ce qui pose le sujet. Un sujet est quelque chose qui désire. Un objet n'a pas de désir. Un objet n'a pas de désir et vous ne pouvez rien lui enseigner à cet objet-là. Vous pouvez lui transmettre, imprimer votre marque sur lui, parce qu'il est objet, mais pas sur le sujet. On n'imprime pas sa marque à un sujet, et nous, croyants et respectueux de la créature qu'Allah Azza wa Jalla a faite, encore moins. L'enfant qui nous est confié est une amana, c'est un double dépôt, c'est celui de ses parents, mais c'est avant tout celui de son Seigneur.
Et on a une responsabilité vis-à-vis de ça. Je ne dois pas imposer mon propre désir à celui qui m'est confié. Même si j'ai très envie, parce que je me revois dans lui quand j'étais petite et tout, c'était tout pareil. Je vais lui dire, moi, par où je suis passée, ça lui évitera de souffrir. On ne fait pas l'impasse sur la souffrance. Accepter de mettre des enfants au monde, c'est accepter de les voir souffrir parce que d'être frustré dans leurs désirs. C'est la vie. Ça fait partie d'un apprentissage de la vie. Donc, si j'utilise le désir en tant que moteur de mes apprentissages, en tant que moteur de ce que je vais proposer, je vais permettre au sujet d'exister. Ce qui veut dire que pour un enseignant, il n'y a pas de trucs et astuces à mettre en place dans une classe pour faire obéir les enfants. Il n'y a pas de trucs et astuces. Je dois admettre que je ne sais rien, qu'à chaque rentrée scolaire, qu'à chaque rupture avec les enfants, même des toutes petites périodes, j'ai devant moi des personnes nouvelles qui ont fait des acquisitions nouvelles et que je dois moi me remettre en question pour leur proposer un cadre qui va permettre à ces sujets-là de s'épanouir et de se voir grandir et de se voir s'élever. Donc le désir, qu'on a dit, il ne faut pas le confondre avec le besoin, mais il ne faut pas également tomber dans un autre travers qui pourrait être de croire qu'on doit satisfaire donc tous les désirs. Parce que dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, dans les sociétés occidentales prioritairement, on assiste à l'avènement de pourrissons. Qu'est-ce que c'est qu'un pourrisson ? C'est comme un nourrisson, sauf qu'il n'a plus du tout l'âge d'être un nourrisson. Qu'on satisfasse l'ensemble des désirs et des besoins d'un nourrisson, c'est normal en fait. Je veux dire, il n'y a pas d'autre choix en fait. Qu'on le fasse avec des adolescents ou des adultes, c'est pas normal. Et on advient à des sociétés de gens tyrans, victimes de leurs propres désirs ou de leurs propres passions, et qui n'ont pas appris, au-delà du contrôle, qui n'ont pas appris que la frustration fait partie nécessairement de leur école d'apprentissage. Mais un pourrisson, c'est très pratique pour la consommation, un pourrisson, c'est très pratique pour tout un tas de choses, et du coup, on fait advenir des sociétés de tyrans, alors même qu'on œuvre dans un espace de liberté. Et la liberté, elle s'oppose à la tyrannie. Dans un espace de tyran, il n'y a pas de place pour la liberté. Donc, ce désir va être en fait la source même du dynamisme des enfants qui nous sont confiés. Et nos réussites ou nos échecs pédagogiques sont liés aux aléas de l'investissement du désir de l'enfant. Parfois, vous pouvez avoir mis en place le meilleur des outils, vous avez des enfants qui ne vont pas prendre en fait. Parce qu'à ce moment-là, à l'instant T là, ils ne sont pas en mesure de le faire. Leur désir connaît des aléas, tout comme le nôtre, et ils ne peuvent pas investir ce champ-là. C'est pour ça qu'il faut mettre en place dans les écoles, dans les lieux d'éducation et d'instruction, la possibilité pour l'enfant de choisir dans quelle discipline il va le travailler à tel ou tel moment, parce qu'on est sûr, du coup, de susciter le désir. C'est un choix, je l'ai choisi. Si je l'ai choisi, c'est que j'en avais envie, quelque part. Des vrais choix, pas des non-choix. Tu as le choix entre faire ton devoir de mathématiques tout de suite, ou alors je convoque tes parents pour leur dire que tu ne fais rien et tu seras puni chez toi. C'est pas un choix, ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Un vrai choix. Un vrai choix. Et du coup, ça nous amène à repenser nos pratiques au quotidien. Le désir va s'appuyer sur un autre aspect fondamental et majeur, la loi. La loi avec un grand L. Pas les réglementations, pas nos lois basiques, mais la loi symbolique qui fonde une barrière très nette entre moi et les autres. Cette loi-là, qui m'interdit de faire aux autres ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse à moi-même, qui rend la personne en face de moi sacrée du simple fait qu'elle existe et parce qu'elle est humaine, c'est cette loi-là qu'il convient d'instaurer, de cadrer dans nos institutions scolaires ou autres. Parce que la loi, c'est le désir. C'est-à-dire que la loi va permettre l'avènement du désir de chacun dans le respect de chacun. Le premier des désirs de chaque enfant qui vient au monde, c'est de fusionner avec sa maman, parce que c'est très confortable et que de ça dépend sa survie. S'il ne fusionne pas avec sa mère, il ne vivra pas. De là dépend sa survie. Et le travail de la mère, je dis mère pour parler de figure d'attachement, il est bien évident qu'un enfant qui n'a pas de mère, sa figure d'attachement sera la personne qui va s'occuper de lui, fût-il un homme. Ça ne changera rien que dans l'esprit de l'enfant, il occupera une fonction maternelle.
ce désir-là de l'enfant, de fusionner avec la maman, ça va être le travail du parent, en fait, de le séparer pour le préparer à s'insérer dans une société humaine. Lui dire que cette chose-là n'est pas possible parce qu'il appartient à une lignée humaine, à une culture, à des valeurs, etc., etc. Cette loi symbolique-là, elle permet à chaque individu de vivre en tant que sujet et de respecter l'autre en tant que sujet. Et de sortir d'une relation objetisante avec les personnes qui l'entourent. Donc, pour que l'enfant progresse et accède à la culture avec un grand C, non pas les humanités, mais la culture humaine, en fait, on doit lui donner la possibilité d'être un sujet cadré par une loi. Comment je fais ça ? Moi, dans ma classe, et avec quel souci ? Eh bien, avec le souci éthique. L'éthique est le troisième terme que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui parce qu'il est central. Respecter la loi qui fait de nous des êtres humains. Ce qui fait que quand je suis éthique, je peux parfois contrevenir à des lois humaines qui ne respectent pas l'être humain. Je vais donner un exemple historique assez simple. Si je suis fonctionnaire sous le régime de Vichy à l'époque de pétainiste, j'ai le choix entre appliquer la réglementation qui veut que je signe un bordereau dans lequel je sais que je vais mettre 160 enfants, juifs ou pas, mais 160 enfants, dans des trains dans lesquels je sais qu'ils vont les conduire à la mort. Moralement, je ne suis pas attaquable. J'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. J'avais un chef, on m'a donné l'ordre, moi j'ai appliqué la réglementation. Éthiquement, je suis condamnable. Et c'est cette posture éthique que l'enseignant doit garder à l'œuvre dans sa classe. Au-delà de sa posture morale, au-delà d'appliquer des réglementations, au-delà d'appliquer un projet pédagogique fourni par l'établissement dans lequel il exerce, c'est de se dire « Je vais œuvrer dans ma classe avec éthique, avec le souci constant de m'adresser à ceux qui me sont confiés en tant que personne et en les respectant dans ce qu'ils ont de leur humanité. Si je fais ça, je m'interdis obligatoirement certains types d'apprentissage, je m'interdis obligatoirement certaines pratiques qui ne sont pas respectueuses de l'humanité de l'enfant que j'ai en face de moi, les châtiments corporels, les humiliations psychologiques, etc., etc. De fait, si j'ai ce souci éthique, ces pratiques-là, elles tombent de fait. Et donc vous voyez qu'on en revient à pour réformer un système scolaire ou pour imprimer de nouveaux axes, il faut en priorité réformer l'adulte. C'est la posture de l'adulte qui va être centrale. Au-delà des programmes scolaires, au-delà des rythmes, etc., la posture de l'adulte est la priorité de la réforme. Si je ne change pas psychiquement, mentalement, ce qu'il y a à l'intérieur des personnes à qui je confie des enfants, je peux faire le programme le mieux du monde et des rythmes adaptés et des espaces adaptés, etc., je n'aurais rien changé et je n'aurais pas pu permettre à la réforme d'advenir. Par rapport à nos sources scripturaires, l'état de celui qui est éthique, c'est précisément l'état que tout musulman vise, c'est celui du croyant. C'est l'ihsan. C'est cette excellence-là qui vise à permettre aux musulmans de voir en chacun et en chacune l'humain et la créature qu'Allah Azzawajal a élevé au-dessus de toutes les autres créatures. Par une donnée principale sur laquelle je voudrais insister là maintenant, le libre arbitre. Aucune autre créature de la création n'a reçu le libre arbitre, sauf l'homme. Personne n'en a voulu. Mais Allah, il l'a voulu. Il a voulu que, quand on l'adore, c'est en conscience et en pleine volonté. Et nous, on contraint. On est que dans la contrainte et dans la coercition parce qu'on dit oui, mais c'est des enfants. C'est des enfants, ils ont été livrés avec les mêmes données que tous les autres. Respecter la personne en devenir dans l'enfant qui nous est confié, c'est respecter la volonté d'Allah Azzawajal. Parce que le libre arbitre d'un enfant, ça peut être gênant pour l'enseignant et pour le parent. Parce que quand il va te dire, ouais, mais là, en fait, moi, je comprends pas bien ce que tu dis parce que tu as dit blanc, mais en fait, tu as fait noir. Ça m'arrangerait vraiment qu'il n'ait pas d'esprit critique et qu'il n'ait pas de libre arbitre. Mais en fait, c'est cette qualité-là que je dois développer. Si je veux permettre à un enfant de s'insérer dans un monde de plus en plus mondialisé, dans un monde dans lequel il y a des espaces de liberté immenses, comment je peux lui demander ensuite d'exercer sa liberté en toute conscience à l'âge adulte si je ne lui ai jamais donné la possibilité d'exercer son esprit critique et sa liberté lorsqu'il était enfant? C'est impossible.
C'est impossible. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un, est-ce que vous demanderiez à un bébé qui est en train d'apprendre à marcher d'aller courir le marathon de New York? Non. Vous demandez à des adultes, une fois devenus adultes, oui, alors là maintenant, tu dois faire l'exercice de ta liberté, réfléchir par toi-même, etc. J'ai jamais fait ça. Excuse-moi, je ne sais pas faire. Parce que moi, quand j'étais enfant, on m'a dit, tu fais ça, après tu fais ça, après tu fais comme ça, après comme ça, après comme ça. Ou quand j'ai réfléchi. Ou quand j'ai pensé le monde. Ça veut dire que c'est dès l'enfance qu'il faut amener les enfants à s'approprier des espaces de liberté et de réflexion et d'exercer leur esprit. Leur esprit critique, mais leur esprit tout court, j'ai envie de dire. Et si on n'arrive pas à proposer des activités d'apprentissage et des activités de mise au travail qui amènent l'enfant à utiliser l'outillage qu'il a reçu, on ne sert à rien. On sert à rien, parce qu'on est en train de les formater pour une société qui demain n'existera plus. Donc vous les rendez handicapés sociaux pour l'avenir. Parce que vous leur avez donné des billes et des clés de compréhension du monde qui sont mortes avant même qu'elles aient pu s'en servir. La clé, elle a rouillé dans la serrure. Avant même qu'il ait pu ouvrir la porte, ça y est, c'est fini. C'est rouillé. Il n'y a plus rien. Et je veux dire, cette conception-là, elle n'est pas d'aujourd'hui. C'est pas ou Montessori ou Freinet qui nous l'a dit. Moi, je vais vous dire qui me l'a dit. C'est l'imam Ali. Quand il dit, n'élevez pas vos enfants sous le prisme de votre époque, parce qu'ils ont été créés pour une époque différente de la vôtre. Ben c'est ça. Et aujourd'hui, encore pire. Aujourd'hui, encore pire que les époques précédentes, vu les révolutions techniques, industrielles et les chantiers qui sont en train de s'ouvrir, à l'orée de ce 21e siècle, c'est illusoire que de donner des clés de compréhension d'un monde qui est déjà mort et enterré avant même qu'il advienne. Ça ne veut pas dire que l'enfant arrive sans héritage et qu'on doit jeter aux orties tout ce que ses pères, mères, enseignants lui ont donné. C'est pas du tout ça. Ça veut dire que je dois m'appuyer sur mon héritage, mais je dois le faire fructifier, je dois le faire bonifier. Je ne peux pas le garder comme ça, parce qu'il ne me servira plus à rien. Il faut que je termine, c'est ça? Pardon. Je me dépêche alors. Tout ça pour vous dire que comment on peut faire pour se fixer des objectifs dans une école, en tout cas. Voilà, moi, en tout cas, les principes que j'y mettrais et ce que je pourrais écrire au frontispice des programmes ou des écoles. La première des choses, c'est la nécessité de la liberté. La liberté comme condition, parce que même dans notre foi, la ikra'a fid-din, il n'y a pas de contrainte dans la religion. La liberté et l'exercice de la liberté, la pratique de la liberté est fondamentale et centrale pour l'être humain, donc aussi pour les enfants. Ça veut dire que l'école doit offrir un lieu de liberté, doit être le lieu de l'expression, l'utilisation du cadre de la liberté. Ensuite, je m'attacherai à l'égalité. Non pas l'égalitarisme. L'égalitarisme, c'est donner la même chose à chacun quand moi, je n'ai pas besoin de ce qu'a besoin ma sœur ou ma voisine. Ça ne sert à rien que tu me le donnes parce que moi, j'en ai pas besoin. Moi, j'ai d'autres besoins. C'est ça l'égalité. C'est croire en l'éducabilité de chaque enfant et de chacun d'entre nous, aux intelligences de chacun d'entre nous et d'offrir à chacun ce dont il a vraiment besoin. Et enfin, la fraternité comme objectif. Pourquoi ? Parce que si les hommes coopèrent, plutôt que de s'affronter, on a l'avènement de sociétés beaucoup plus harmonieuses et plus justes, et qu'au-delà de ça, le prophète Ali Sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que nous ne serons vraiment croyants que lorsque nous voudrons pour notre frère ce que nous voulons pour nous-mêmes. Ça veut dire que faire exercer la fraternité des enfants dès leur plus jeune âge, plutôt que de lui dire sois le premier et écrase ton frère pour être le premier, parce que moi ce qui m'intéresse c'est que tu sois le premier. Comment voulez-vous ensuite, à l'âge adulte, lui dire « Oui, tu sais, c'est ton frère en humanité ou ton frère dans la foi, il faut l'aider, tu te moques de moi ou quoi? Toute mon enfance, tu m'as dit « il faut que je l'écrase parce qu'il va prendre ma place et que moi, il faut que je monte dans le train. Et là, maintenant, tu me dis « tends-lui la main ». Je ne vais pas lui tendre la main. Et ce n'est pas l'enfant qu'il faut blâmer. Ce n'est pas l'adulte qu'il est devenu qu'il faut blâmer. C'est ceux qui lui ont dit ça comme clé de compréhension du monde qu'il faut blâmer. Donc, la liberté, l'égalité et la fraternité, dans ces cadres-là, redonner en fait le vrai sens des mots. Parce que c'est ça, l'objectif majeur, de redonner des possibilités dans nos écoles et dans nos lieux d'expression, d'arriver à avoir cette chose-là. Et donc, je dirais que chacun d'entre nous
doit se poser la question de l'éducation, doit se poser la question de la pédagogie et doit comprendre qu'une pédagogie éthique est la seule voie pour pouvoir faire advenir une société plus juste, plus harmonieuse, plus humaine. Allahu a'lam. Barakallahu fik.